dans une affaire contre-attaque devant donc, le TAS, tribunal arbitral des sports. Lui et ses avocats contestent les éléments de preuve donc brandis par la commission d'éthique dirigée donc par Amadou Tam Kamara. De cette affaire, il sera également question ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Travaux publics, il faut le dire, comme à chaque hivernage, donc c'est sale temps pour les Guinéens sur les routes de pays. Les fortes pluviométries donc enregistrées sur Conakry, le littoral et la région forestière notamment ont eu raison des réseaux routiers déjà en lambeaux et dont l'âge commande désormais plus que de la construction donc des entretiens. L'illustration dramatique donc de cette situation chaotique, c'est la nationale Koya Kindia avec à la clé l'enfer du bourbier donc du pont Kaka. On nous suivra les chantiers routiers du pays le long de cette nouvelle saison. Télécom, alors que les Guinéens donc attendent toujours de savoir si leur société nationale de téléphonie, l'ex-Sotelgui, il faut le dire, renaîtra un jour de ses cendres et qu'il reste donc confronté à bien d'insatisfaction dans le secteur. Une affaire qui tombe mal, oui, qui tombe très mal même, il faut le dire. La Guinée, à travers l'ARPT, est condamnée donc au paiement de plus de 20 millions de dollars US à GVG devant donc le tribunal arbitral de Paris. On évoquera ce dossier à grands traits dans cette émission Les Grandes Gueules qui reprend service évidemment. Nous sommes aussi en direct sur Espace TV, mon cher Tamba. Et oui, on revient donc à nouveau dans ce studio avec l'économie. L'économie, j'ai envie de dire que nous sommes pris entre profusion d'annonces, de volonté, et panne d'action. Parce que la Guinée, vous observez le potentiel que nous avons à tous les niveaux. On va certainement parler des mines le long de cette saison et du potentiel que tout ceci aurait pu rapporter au système de la macroéconomie guinéenne. Tout ceci me pousse à dire qu'il y a un véritable souci. D'abord, souci par rapport à l'exploitation de nos potentialités. Potentialités qui sont forestières, potentialités qui sont minières, potentialités qui sont agricoles, qui sont énergétiques, comme vous le savez. Je pense qu'il y a un véritable souci là-dessus. La Guinée qui, jusque-là, est autour de... je crois qu'il occupe le 4e rang, contrairement à ce que l'on apprend, deuxième producteur mondial de bauxite au monde. On est au 4e rang aujourd'hui, mais d'ici à 2025, d'après les prévisions que nous avons, il faudrait bien voir la possibilité, si tout va bien, que l'on puisse atteindre de meilleurs paliers dans ce secteur-là. Mais il y a un véritable souci avec l'État guinéen, c'est celui de la gouvernance. Oui. Je parlais de profusion d'annonces. Le Premier ministre est arrivé en annonçant, bien sûr, vous vous rappelez, avant même que le décret qui le portait à la primature ait été pris, il était intervenu sur nos antennes et il disait très précisément que des gens avaient déjà peur de savoir un Kassori revenir aux affaires, surtout bombarder Premier ministre. Ouais. Il parlait de l'UFR, entre autres. Bon, oui. Et de bien d'autres acteurs par ailleurs. Bah ouais, on le sait. Voilà. Et donc, soit t'es grande gueule, soit tu n'es pas. Ah, mais je dis l'UFR, entre autres. Bien. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres acteurs également autour de cela. Exactement. Ce n'était pas que l'UFR. Exactement. Et donc, l'administration publique. Le Premier ministre arrive donc comme il s'affiche comme. Et les gars, Abakar, allez-y. Non, allez-y. Abakar doit nous laisser parler. Oui, Abakar et Roby. Mais merci. Voilà, aussi, parfaitement. Oui. Et donc, le Premier ministre arrive et il s'annonce lui-même comme celui qui fait peur, celui qui va assainir, moraliser l'administration publique guinéenne. On s'attend bien là-dessus. On a vu Paul Moussa Diawara. Ouais. On a vu le cas de l'OGC. Mais finalement, ce n'est que du menu frétin, tout ça. Effectivement. Il y a une série d'éléments, on reviendra là-dessus au fil de cette saison, une série d'autres cas qui auraient pu être inquiétés. Mais pour lesquels on n'a jamais vu le bout du tunnel. On n'a pas vu de lumière poindre au bout pour savoir si, oui ou non, des acteurs de ce genre, sur lesquels on pesait d'énormes soupçons de corruption, s'ils avaient été responsables de cela. En parlant de Paul Moussa Diawara, par exemple, on a, on va dire, évité une catastrophe même cet été, parce que le monsieur, il voulait être directeur de la SEC, vous le savez, c'est des confidences. Ah, eh ben oui. Eh ben ça, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir en tout cas. Donc,
au-delà des annonces, Lamine, je pense que la question de la corruption, finalement, qui dérange n'importe quoi dans l'économie, dans tous les secteurs de ce pays, la question de la corruption, elle est centrale. Il faut au-delà du discours, il faut une architecture d'organes et d'institutions qui permettent d'aller lutter contre la corruption. La seule entité qu'on a failli avoir jusque-là, je dis bien failli, parce que dans les textes, ça existe, mais qui est rattaché à la présidence de la République, comme, entre guillemets, gage de sincérité et d'indépendance. J'ai encore envie de dire, ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas nécessairement le cas. Quand on sait qu'à Sékou Touréa, tous les calculs, je dis bien tous les calculs, se font à l'aune de considérations politiques, à l'aune de considérations, si vous voulez, même électoralistes. Comment inquiéter un cadre qui a baigné dans de la corruption, qui s'est sali par des actes de corruption, alors qu'on sait qu'il y a de bénéfices électoraux derrière lui? On ferait tout pour le protéger. Et je pense que si l'on veut lutter contre la corruption, réussir les différents enjeux qu'on se fixe nous-mêmes, Guinée émergente, Guinée is back, ce fameux slogan, si l'on veut aller à cela, et je dis bien Dieu merci parce que reste plus qu'une année et demie maintenant, pour obtenir une autre gouvernance. Mais si on voulait vraiment aller à cela, il fallait bien entendu joindre l'acte à la parole. Mais le discours, ça ne résout rien. La question économique est donc entière aujourd'hui. Au-delà de ça, en parlant de la valorisation du contenu guinéen, du potentiel guinéen, je dis qu'on ne fait pas assez. Parce que vous savez, il n'y a de richesse que d'hommes, disait un des précurseurs de l'économie moderne. Il n'y a de richesse que d'hommes. Que fait-on de la richesse humaine qui permettrait justement d'aller à matérialiser cette richesse qui se trouve à l'état brut, ce potentiel guinéen? Il y a de ces marchés, il y a de ces contrats que la Guinée n'est pas capable de décrocher. J'ai envie de parler du Millennium Challenge que le gouvernement américain, par exemple, permet d'offrir à certains États. Mais comment on y accède si vous n'avez pas de cadre qui ficelle toute la documentation, tous les projets qui sont concernés par ça? Je dis encore une fois, on ne peut pas réussir ce pari que l'on se donne d'une Guinée qui soit émergente, d'une Guinée qui revient sur l'échiquier international, si les hommes n'ont pas été suffisamment outillés, s'ils n'ont pas été suffisamment préparés, si de l'autre côté, il n'y a pas une volonté réelle d'agir pour que la Guinée fasse une rupture avec les pratiques précédentes, je pense que c'est un sérieux problème. Et le nœud de tout ça, encore une fois, Mohamed Mara était largement revenu là-dessus, c'est une justice malade. Ouais, allez-y, Moussa Moïsi, là. Microéconomie, macroéconomie, quoi que l'on dise, la vraie économie, c'est comment le ventre du peuple se porte. Et vous entendez des bruits, de ces bruits lorsque vous passez dans les bas quartiers, c'est le bruit des ventres bien entendu, vous vous rendez bien compte que la marmite chôme. Je pense que c'est le véritable indicateur pour juger de la santé d'une économie. Justement, et Kassour est venu avec beaucoup de promesses quand même. Beaucoup de promesses. Voilà. Ce que je pourrais, vous allez voir, ce que je pourrais peut-être saluer au niveau de ces annonces, de ces promesses, c'est l'ANAFIC. Parce qu'au moins, non, c'est mon point de vue, tout ce qui concourt à cibler des zones rurales, tout ce qui concourt à cibler des zones, je ne dis pas, si après c'est utilisé comme étant une sorte d'appât pour dire qui ne m'aime pas là-bas là, qui n'est pas pour le troisième mandat, la zone de Dinguiraï, vous aurez 500 millions au lieu de 2 milliards. Si c'est oui. Et Dinguiraï qui a un nouveau parrain là. Si l'ANAFIC est utilisé comme un moyen de chantage, je dis alors c'est déjà à l'eau. Mais je dis pour l'objectif qui est fixé par cette agence, c'est déjà salutaire. Maintenant, de quoi est-ce que notre économie est faite? De rien. Qu'est-ce qui est produit? Qu'est-ce qui est fait? Comment se porte le secteur privé guinéen? Il se porte mal. Quels sont les jeunes qui ont émergé depuis qu'il est là? Je ne parle pas de ceux qui ne comptent que sur le contrat de l'État pour avoir de l'argent. Je parle du vrai secteur privé tel que nous voyons en Côte d'Ivoire, tel que nous voyons au Sénégal. Récemment, il y a eu une rencontre entre le Japon et l'Afrique. La Côte d'Ivoire a réussi au moins à obtenir du Japon la promesse d'installer une chaîne de montage de véhicules Toyota en Côte d'Ivoire. Moi, j'attends jusqu'à ce jour mon usine de montage de tracteurs promise par mon président de la République. Il me l'a promis. Non, mais au moins,
c'est du concret dans ces pays-là parce qu'ils ont un secteur privé fort. Quand ils voyagent, ils vont avec ces gens. Mais je trouve que dans notre pays, on n'en fait pas assez à ce niveau. Notre économie est portée par quoi? Par quelle production? Absolument rien. Je prends le secteur de l'agriculture. On en est où? On en est où avec toutes ces campagnes qui ont été faites et ces coups de milliards, à coups de milliards que l'on décaisse à chaque campagne agricole? Absolument rien. Le secteur est miné par une guerre d'ego qui n'en finit pas du tout. Tout le monde veut venir là parce qu'on a au moins plus de 5 ministres de l'agriculture sans aucun résultat. Notre économie est portée par quoi? Les mines. Mais les mines n'ont pas bonne mine dans notre pays parce qu'on se rend encore compte que c'est beaucoup plus une malédiction qu'une bénédiction. Vous avez les zones rurales, les zones minières qui sont les plus démunies. En cette saison de pluie, vous avez pu vous rendre compte des difficultés que les citoyens ont à se déplacer, à se rendre dans ces zones-là. Mais pourtant, dans d'autres pays, les zones minières sont les premières zones qui sont ciblées. On a fait de Bokeh cette zone économique spéciale. Mais c'est une zone économique appauvrie. Spécialement, bien entendu, si on peut ajouter leurs mots. Ouais. Mais je trouve qu'on n'en fait pas assez. Notre économie est alors portée par quoi? Très bonne On ne question. compte que sur quoi? Le budget national de développement. Je discute avec un haut cadre du système des Nations Unies. Qu'on me dise le contraire. Mais on n'atteint même pas les 40% de décaissement des fonds, même lorsque nos partenaires financiers acceptent de nous octroyer des prêts. Ouais. 40% n'atteint pas. C'est aux alentours de 35%. Ouais. Alors que dans les pays de la sous-région, on prend les 100%. Et lorsqu'on n'utilise pas tous ces fonds-là, mais on ne va pas vous les donner. Et vous savez pourquoi? Mais vous savez, le montage aussi. non, hein, le parce montage, que- mais Voilà. la mine, c'est Ouais. pas parce qu'on n'a pas de cadre. Vous savez pourquoi ça ne suit pas? Oui. Parce que quand les partenaires donnent, ils vont mettre les garanties qu'il faut pour le décaissement. Ouais. Si c'est au niveau des travaux publics, vous aurez les bureaux d'études. Ouais. Vous aurez tous les Comme ce qui contrôles s'est qui vont passé, faire. hein, sur la route, Exactement, Mafarine, vous on aurez en tous les parlait. contrôles. Ouais. Mais le Guinéen n'aime pas ça. Il y a des aspects pour lesquels on n'a pas de Le Guinéen n'aime pas cela. Je pense que partout il y a un décaissement à 100%, c'est tout le marché qui concerne l'État. Mais dans quel pays au monde aujourd'hui on s'en sort sur fonds propres en train de construire des routes, en train de faire l'électrification dans la capitale, dans les zones rurales, sur fonds propres? Dans quel pays? Si on ne réussit pas à montrer aux partenaires financiers que nous sommes capables, que nous sommes crédibles d'avancer. Ouais. Ça ne marche pas. Mais l'indicateur de tout cela, c'est quoi? Ouais. C'est que nous devons assainir la gestion publique. Elle n'est pas du tout assainie. La gouvernance doit changer. Il faudrait qu'on puisse donner confiance aux partenaires. Que lorsqu'on parle de la Guinée, qu'on parle d'un pays stable, qu'on parle d'un pays qui avance, qu'on parle d'un pays où les droits de l'homme sont respectés. J'ai touché les droits de l'homme, mais c'est ma plus grande déception. Ce ministère, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Ouais. Je pense que c'est fini. J'avais beaucoup a d'espoir, disparu. j'avais Je beaucoup l'avais dit, d'optimisme. hein. Voilà, J'avais parlons beaucoup de- d'optimisme. Continuons Moi, en parlant d'économie, Je pense pardon. que tout ça, C'est- la c'est- mine. c'est bien que Vous savez, nous parlons l'économie, c'est d'économie. quoi? L'économie, Attends, Roby. à c'est mon avis, terminé. l'économie, Voilà. Ouais. c'est le carrefour, Ouais. c'est le carrefour de toute cette composition. C'est une composante. C'est lorsque tous ces voyants-là marchent au moins, lorsque tous ces voyants sont au vert, que vous pouvez avoir une certaine économie assez dynamique qui bouge. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Je pense que là où nous sommes, pour les quelques mois qui nous restent, tous ceux qui veulent miser sur une quelconque relance de l'économie, une quelconque santé de notre économie, vont véritablement être déçus. Il ne sera exceptionnellement question que de politique et de nouvelle constitution de troisième mandat. Voilà. Bien. Allez-y, Mohamed. Tout à l'heure, vous sembliez nous faire croire que l'anafik devrait être cette poudre de perlimpinpin saupoudrée à toutes nos sauces, à tous nos... D'oxygène. Oui, c'est pas ça. L'anafik, pour moi, c'est l'Agence nationale de financement de la nouvelle constitution. C'est cela, l'anafik, pour Mohamed, moi. ouais. Absolument. Allez-y. Non, attendez. Chaque fois qu'on est allé dans une sous-préfecture, chaque fois qu'on est allé dans une collectivité pour remettre les fonds, comme on le dit, vous avez vu tous les tintamarres autour. Tout le monde s'habille en jaune, c'est des foulards jaunes, et on vante les mérites du chef de l'État, mais surtout, on dit il y a une troisième manche dont on a besoin pour aller plus loin. C'est à cela que c'est. Malheureusement, on est en train de détourner. Parce que moi, j'ai aimé la naissance de l'ANAFIC. Quand j'ai vu la documentation, quand j'ai vu les objectifs qui y étaient assignés, j'avais de l'espoir. C'est comme un peu la nièce. Mais depuis le jour où la patronne de la nièce a été nommée, j'étais dans ce studio, je vous l'ai dit tout de suite, j'ai dit, ah, pauvre de Kassori. Mais vous parlez de corruption, vous avez commencé à parler de corruption. Paul Moussa Diawara dont vous parlez, ou monsieur, je crois, Sekou Kamara, quelque chose comme ça, de l'OGC. Mais on oublie que ce n'est pas l'œuvre de Kassori.
C'était son prédécesseur, c'était Mamadi Youla. Les lettres déjà été envoyées à ses différents sieurs plusieurs semaines avant. On leur avait déjà donné un mois de répondre. Si ce n'était pas le cas, il serait poursuivi. Kassori est venu trouver le dossier sur sa table. En réalité, Kassori a voulu, comme on l'a dit, faire la chasse aux prévaricateurs, mais à quel moment? Lorsqu'il a adressé notamment ce fameux courrier, je crois à 6 aux régies financières de l'État, vous avez 8, hein, vous avez vu cette levée de bouclier à laquelle on a assisté. Mais je vous assure, mais c'était incroyable ce qui s'est passé. Un branle-bas a commencé au niveau de la coordination Mandingue, le RPG a cancellé, est entré dans la danse, partout dans la gouvernance. Il faut, non, si vous le poursuivez, vous allez amener Kassori à dézinguer nos gars à nous, il va placer ses propres hommes parce qu'il lorgne sur Sékou Touré en 2020. La guerre de succession a commencé. Ça fera l'objet, je crois, de notre numéro. On en parlera. Parce que les clans, ce qu'on oublie, sont aujourd'hui, ils ne se font plus de cadeaux. Alors là, pas du tout. Les gens, à la guerre. Aujourd'hui, ils savent presque tous que Alpha Condé ne sera pas éventuellement candidat en 2020. C'est maintenant la nouvelle donne dans leur tête. Donc aujourd'hui, ils ne se font plus de cadeaux. La guerre, elle a déjà commencé. Et malheureusement, les victimes collatérales, elles seront nombreuses. Mais parlons d'économie stricto sensus. Mais l'un des 5 piliers fondamentaux de l'économie, c'est les ménages. Qu'est-ce que les ménages guinéens consomment? C'est quoi notre niveau de consommation? Mais comment voulez-vous parler d'une économie forte là où les gens empruntent pour consommer? Mais c'est quand même extrêmement grave, même pour manger. Il faut aujourd'hui emprunter. Vous avez vu le niveau de salaire du Guinéen lambda? Vous avez vu les loyers? En fait, il y a des leviers, il y a des instruments aujourd'hui qui permettent d'impacter directement le niveau de vie des populations, mais on refuse de s'y attaquer. Ici, la société civile a eu quand même la merveilleuse idée de s'attaquer à cette histoire de loyer cher. Mais vous avez vu la réponse qu'on leur a donnée, notamment par nos députés aujourd'hui qui sont périmés du côté de l'Assemblée nationale. On refuse d'impacter. La consommation, par exemple, elle est impactée par le prix sur les hydrocarbures. Pendant ici des années, on nous a ponctionné de l'argent lorsque les prix étaient à la baisse sur le marché international. Mais ça continue. On parle de mines. Mais l'une des raisons qu'on n'avoue pas concernant l'arrestation, ou je sais pas moi, et les embrouilles de Dr Faya Milimono, c'est parce qu'ils s'attaquaient notamment aux dossiers miniers en Guinée forestière. Zugotoa et autres qui vont être relancés notamment du côté de Nimba, ça c'est un gros problème. Les 2 blocs 1 et 2 qui sont cédés du côté de Simandou. Mais aujourd'hui des réunions ont lieu à Londres, mais ce sont les mêmes groupes que vous voyez à Boké qui sont en train de s'organiser aujourd'hui dans une sorte d'intelligence illicite pour mettre la main également sur le bloc 1 et 2 du côté de Simandou. Et aujourd'hui, tout ça est en train de se passer dans une opacité qui ne dit pas son nom. La Guinée, vous dites économie, mais Tamba a posé l'excellente question, elle repose sur quoi? Si c'est sur les mines, ça ne va pas dans nos poches. Ici, en 2018, fin 2018, nos confrères de RFI ont révélé qu'un seul groupe du côté de Boké avait injecté dans l'économie locale plus de 400 millions d'euros en un an. Or, ça, c'était juste après Lansana Kouyaté qui disait que c'était plus de 40 millions d'euros par mois qu'on prélevait de ce côté. Où va l'argent? Lorsque vous avez la plupart des compagnies qui sont immatriculées directement dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, Singapour est en train de devenir une plaque tournante, mais de tout cet argent volé aujourd'hui aux Guinéens. Vous avez vu l'état de nos routes? C'est l'économie. Là où il n'y a pas d'infrastructure. Dites-moi, quel est l'investisseur sérieux qui viendra y jeter son argent? Là où la justice continue, là où un président de la République peut appeler directement les magistrats pour dire libérer un tel, même s'il s'agit d'un journaliste. Je ne suis pas d'accord. Là, on ne peut pas parler d'indépendance de la justice. Là où il n'y a pas de sécurité des contrats, notamment juridiques, pour les investisseurs, les gens ne viennent pas. Même les sociétés qui sont là aujourd'hui en Guinée, vous avez des négriers carrément qui sont à la tête de certaines compagnies minières en Guinée. Vous avez vu comment les gens sont traités du côté de la Saga. Là-bas, allez dans la région de Boké, allez dans les villages. On a tout coupé, même les têtes de source. On a tout bouché. Et vous dites que c'est pour nous. Je veux revenir sur cette image de cette vieille femme qui a regardé ce train minier là passer du côté du Kamsar, qui dit au moins on aurait mieux fait de mettre toute cette terre sur les routes chez nous pour au moins procéder à des remblayages, pour au moins boucher, pour faire au moins du reprofilage, parce que c'est en train de partir. Nous ne voyons rien. On ne voit ni étincelle, ni fumée. Aujourd'hui, combien de Guinéens mangent 3 ou 4 fois par jour? C'est ça la bonne question. Donc, qu'on arrête de nous enfariner avec cette histoire de 3e mandat. Ce n'est pas l'essentiel pour nous. Parce que cette histoire de 3e mandat, c'est comme une sorte de provocation pour dire aux gens, vous avez serré, comme on nous disait à un moment donné, vous avez serré la ceinture. Aujourd'hui, on n'a plus de hanches qui puissent tenir.
Mais encore une fois, donnez-nous 5 ans parce qu'on pourrait y aller. Heureusement que du côté de l'électricité, on est en train au moins de rattraper. Parce qu'on a commis la bêtise là-bas d'aller construire un barrage au fil de l'eau, notamment Kaleta, alors qu'il fallait d'abord commencer en amont, par Soapété, notamment, où il y allait avoir le réservoir d'eau. Au moins, aujourd'hui, on est en train de rattraper cette bêtise-là, de corriger petit à petit. Mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui, cette histoire. Au même moment, regardez qu'est-ce qu'on fait. Les amis du président s'investissent dans les centrales privées. On est en train de les installer n'importe comment. Il n'y a même pas de prix homologué à ce niveau. Chaque centrale qui est dans le pays a son propre prix avec l'État. Et l'État va fournir, pendant que l'État fournit le carburant à certains, l'assistance technique à certains avec ses propres groupes, d'autres sont obligés de tout payer eux-mêmes, mais ils sont payés moins cher par l'État guinéen. Parce que tout simplement, notre pays est en train de devenir un endroit où on blanchit. Où on blanchit n'importe quoi, où on accepte n'importe quoi. Des gens disent on a de l'argent dehors, on ne connaît pas l'origine de leur argent, ils viennent dans notre pays, on dit on va investir pour simplement légaliser de l'argent aux sources douteuses. C'est pas pour rien qu'un simple homme d'affaires sénégalais est capable de mettre la main dans la poche présidentielle et d'y piquer des milliers ou des centaines de milliers de dollars. Quand je regarde tout ça, je me dis ne nous parlez pas d'économie. Maintenant, heureusement, on va vers la fin. C'est décembre 2020, que Dieu nous prête longue vie. Amen. Au moins que Dieu nous donne la sagesse dans ce pays, à vous tous. Je vais faire l'imam ce matin, aux acteurs politiques, à la société civile, à nous, médias, mais aussi à notre propre population, pour que au moins ce virage, parce que c'est l'année de tous les dangers pour ce pays, ce virage-là, qu'on puisse l'amorcer avec sérénité, avec calme. Bien. Radio Espace. Pendant notre absence, vous avez écouté Mohamed Mara, ma chère Mafoudia Bangoura. Je l'ai écouté, c'est vrai que c'est regrettable parce que normalement à ce stade, on devrait être en train de parler de tout ce qui a été réalisé par le président de la République, mais non, on est en train de l'écouter, en train encore de nous promettre ce qu'il pourrait faire dans les prochaines années. Côté économie aujourd'hui, c'est clair qu'on a échoué. J'aime bien prendre l'exemple du Ghana avec le président Nana Akufo-Addo qui a bien voulu aujourd'hui se passer de l'aide internationale et de miser sur ce que le pays pourrait développer à l'interne. Il a réussi. Mais aujourd'hui, quand on va dans ce cadre, il n'y a pas de vision. Un seul exemple, vous prenez aujourd'hui un simple paysan à l'intérieur du pays, qui cultive tous les matins, on se pose la question, qu'est-ce qu'il devient? Même s'il faisait ce qu'il a à faire pendant 10 ans, il ne pourrait même pas sortir sa famille du besoin. Il ne pourrait pas épargner, il vivra seulement du jour au jour, parce que ce qu'il va faire aujourd'hui, il aura besoin d'un peu pour pouvoir manger demain. Et là, si on veut, c'est un appel, on se pose la question, quel est le cadre mis en place pour permettre aux Guinéens de vivre de leur travail? On mise davantage sur les mines. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'agriculture? Ça aurait permis à des milliers de Guinéens de pouvoir travailler, de pouvoir s'en sortir. Mais non, c'est pas fait. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous vendre, ce sont les mines. Et les mines, là, comment c'est fait? Aujourd'hui, on a des particuliers qui s'enrichissent sur le dos des Guinéens. Vous y allez aujourd'hui, vous écoutez de pauvres Guinéens, des jeunes qui pensaient pouvoir s'en sortir avec cette politique. Ça ne marche pas. On se rappelle de la sortie du président de la République qui parlait de l'anarcade. À un moment, qu'est-ce qu'on a vu? C'est des paysans qui ont perdu. Parce qu'ils ont d'abord voulu croire au président. Après, il y a une politique qu'on leur a proposée à l'interne. Ils produisaient, il y avait des gens qui venaient prendre leur production pour pouvoir voir. Ils ont même faussé les hectares. Ils ont donné un mauvais chiffre. Ce qui s'est passé, ce sont des centaines de paysans guinéens qui ont investi, mais qui ont tout perdu après. Parce qu'encore à l'interne, ce sont des Guinéens qui ont été les véritables problèmes. Moi, je le dis tout le temps, on a un problème de politique. Aujourd'hui, quand on prend toutes ces institutions, aujourd'hui, il y a tellement de forums à l'international, rien que pour appeler les investisseurs, pour dire aux Chinois, aux Japonais d'apporter de l'argent. Mais lorsque l'argent là vient, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire aux Guinéens lorsqu'il n'y a même pas une clarté sur ce qu'on a déjà? Les recettes, les régies, quelle clarté on a autour de... Il n'y a même pas d'argent qui vient. Comment ça se fait? Il n'y a même pas d'argent qui vient. Ce sont des annonces. Généralement, lorsque nous allons voir les partenaires, nous allons dans les forums, des levées de fonds, etc. On fait des annonces, on vous dit, bah écoute, on va vous donner 20 millions, mais 20 millions de dollars, mais les 20 millions de dollars là sont... un exemple, je donne juste un exemple. On va vous donner 20 millions de dollars, mais les 20 millions de dollars là, c'est tellement conditionné c'est que conditionné vous ne pouvez pas... Que la Guinée, finalement, dès le début, est éligible. Et ils prennent ça, ils en vont, bah on a 20 millions de dollars. Mais après, derrière, les 20 milliards qu'on a annoncés jusqu'à présent avec la Chine, jusqu'à présent, il y a des problèmes de déblocage de ces fonds. Parce que tout simplement,
simplement, nous n'arrivons pas à présenter des projets concrets, des projets bancables avant même pour les nous permettre projets. de prendre de l'argent Qu'est-ce là. qui explique- Finalement, qu'est-ce que les Chinois ont dit? Les Chinois ont dit, on va vous donner l'argent, mais finalement, ce sont les entreprises chinoises qui vont aller exécuter sur le terrain. Vous nous amenez les gardiens, vous nous amenez ceux qui vont prendre la houe pour gratter, vous faites ceci, enfin, vous vous arrêtez au côté basique. Mais tout fonctionnaire qui sera dans les bureaux, climatisé, payé à 10 000, 15 000, 5 000, c'est des Chinois. Et finalement, les Guinéens, ça s'arrête aux gardiens, tu comprends, aux balayeurs, etc., aux cuisiniers. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous dit qu'on vous donne 20 millions de dollars, mais finalement 19 millions de dollars retournent en Chine du fait des paiements des travailleurs qui viennent. La valeur ajoutée reste où? Ça ne reste jamais ici. Donc c'est du tape à l'œil tout Et ça. quand on prend... Radio Espace, les grandes gueules. Pendant notre absence. Pendant notre absence, avec Mafoudia Bangoura, voilà. Allez-y, Titi. Lamine. Mais Lamine, fini? oui, non, j'ai pas fini. Allez-y. C'est parce que je voulais bien écouter Roby. Merci de me laisser finir. Alors, justement, ce dont il parlait tout à l'heure, cette question, il parlait de conditionnement. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de conditions dans un pays qui s'est illustré justement dans la gabegie financière? Aujourd'hui, lorsque les investisseurs, quand ils veulent intervenir dans des pays comme la Guinée, les bailleurs de fonds, ils sont obligés de mettre assez de garde-fous parce que oui, aujourd'hui, on n'a pas de crédibilité. Lorsqu'ils nous donnent de l'argent, ils sont obligés de venir nous aider à utiliser. Parce qu'on n'est même pas capable de mettre le projet. Et quand on met le projet, qui est-ce qu'on met? C'est son parent qui a les compétences ou pas, on s'en fout. On le met. Qu'est-ce que vous voulez? On s'est retrouvé dans un schéma tel qu'aujourd'hui, économiquement, qu'on ne nous vende rien. Il suffit juste de voir les citoyens lambda. Ça ne marche pas. Il n'y a pas, quand on prend l'agriculture ou autre secteur, quel est le cadre mis en place aujourd'hui pour que les Guinéens... Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Mais allez les voir. Ils ont beaucoup de problèmes juridiques ou autres, les termes, machin. Ça, c'est l'État, par exemple. Il y a des particuliers qui ont des envies, qui ont des projets, mais le cadre doit être mis en place par l'État. Mais qu'est-ce qui est fait? C'est des particuliers qui vont, si vous réussissez, tant pis. Si vous ne réussissez pas, tant pis, c'est votre problème. Mais l'État, cette politique, après, c'est dans les discours. La jeunesse, nous comprenons. Les femmes, nous vous donnons de l'argent. Mais lorsque le cadre n'est pas propice, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, quelqu'un peut venir vous sortir de votre domaine. La justice n'est pas là pour vous rassurer. Il n'y a rien. Bien. Mohamed Mara parlait tout à l'heure des leviers. On a les infrastructures. Quelqu'un qui produit, qui veut venir vendre à Conakry, il n'a même pas de route. Il embarque ses produits, il est obligé de tout laisser en route parce qu'il ne peut même pas venir jusqu'à Conakry. C'est cela en fait. Ce n'est pas toutes ces rencontres à l'international, à Washington ou autre, au Japon. On mobilise tous les départements pour partir rencontrer. On vient, on nous dit on a des milliards et puis c'est pour se retrouver avec un tel résultat. Je pense qu'à un moment, il faut se poser. Mais malheureusement, on ne peut pas compter sur ça. On est dans les discours, on y est habitué et c'est un échec pour le président de la République. C'est assez dommage parce que je l'imagine, quand il était opposant, j'imagine toute cette colère de sortir les Guinéens de l'ornière quand le président Lansana Conté était là, mais aujourd'hui, 9 ans après, qu'est-ce que lui il a offert aux Guinéens? Je peux? Il nous avait pourtant dit en 5 ans. Bien. Il nous avait dit qu'en 5 ans, on rattraperait la Côte d'Ivoire. Bien. Voilà. Aujourd'hui, on est au coude à coude avec la Guinée-Bissau. Je peux, Mafoudia? Oui, l'ami. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau ADA. Nous sommes en direct. Merci à vous, à l'international. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, avec les auditeurs. On va essayer de partir avec Lai Junior, qu'on est évidemment, comme à l'accoutumée, qui réagit ce matin. Bon retour à vous. Nous allons bien ici, Dieu merci, sauf que Dr Diané n'a porté plainte contre personne. Sur ce coup, il veut dire. En tout cas, rien ne fera sans l'appareil du RPG. Point-tiret. Nous sommes l'ANC de Guinée. Vous pouvez vous suicider si vous le voulez. C'est là, Junior Condé, évidemment, qui nous envoie ce message ce matin, comme d'habitude. Bonjour, les grandes gueules. Pour certains journalistes, la protection de la loi L002 est plus importante que la protection de notre nation. Que serait cette loi sans la stabilité du pays? Il pose la question ce matin. Au nom de cette loi, le chef de l'État a perdu son honneur et sa dignité. Au nom de cette loi, la loi 002, la calomnie est devenue donc une tradition chez nous. Nos hauts fonctionnaires
fonctionnaires en sont les premières victimes. Amadou Diaby était sous les dents d'un lion en carton. Il est victime d'un vaste complot. Ma Guinée, c'est possible. Donc c'est Mohamed Fofana du côté de RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage, hein, voilà, avec Afamoussa Makadabi qui réagit aussi. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Bonne rentrée à toute l'équipe. Donc voilà, vous avez manqué à la nation guinéenne. Nous sommes fiers de vous entendre du plus profond de mon cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne saison. Maintenez le même élan et la même source d'énergie. Vive Fama National, vive la... Mais non, Alpha Moussa Maka. Allez, ils sont vraiment motivés ce matin du côté de RPG Arc-en-Ciel. On a Mohamed Douti Condé aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, soyez les bienvenus. Et je pense que Roby a raison. Le FNDC n'a aucune crédibilité aujourd'hui face au peuple. Ah ben non, Mohamed Douti Condé donc qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs très nombreux à réagir. Sidi Diallo qui réagit aussi. Bonjour les grandes gueules. Belle analyse de Roby, il a raison Lamine. Tous ces acteurs dont il parle ont été chassés ou piétinés par le pouvoir. C'est Sidi Diallo de Radio Nostalgie qui nous envoie ce message. Fodé Baldé, bonjour grand, peut-on réagir? Bah oui, je vais le faire direct en plus. On reste toujours dans le sillage. On va essayer de partir un peu plus tard avec d'autres messages. Mon cher Titi, on s'intéresse aux travaux publics. Ouais, les travaux publics, j'ai envie de dire que c'est aujourd'hui une grosse préoccupation pour le gouvernement en premier lieu, mais aussi et surtout pour les citoyens. Et rien qu'à imaginer tout ce qui est calvaire de nos compatriotes sur les routes de la Guinée, en Guinée forestière, notamment en Basse-Côte. On va s'attarder sur l'enfer de Kabylie. Aujourd'hui, donc, c'est comme une tache noire, une grosse tache noire dans la gestion et dans le peu de bilan qu'on peut mettre à l'actif de M. Alpha Condé. Cela fait 9 ans qu'il est là, qu'on se retrouve, que notre pays se retrouve avec un réseau routier, mais à la gueule complètement cassée. Vous n'avez pas de route aujourd'hui pratiquement praticable dans notre pays. La route du corridor nord, celle qui va du Breka à Bokeh, donc dans la zone économique spéciale de Bokeh, cette route qui était à un moment donné dans un moindre bon état, cette route aujourd'hui est en train de s'effilocher. Quand vous dépassez Bofa vers Kolaboui, et vous constatez qu'il y a de nombreuses fissures qui commencent donc à apparaître sur cette voie. Donc, hormis ce tronçon, moi je ne sais pas s'il y a un axe aujourd'hui qui est dans un meilleur état. Il est à dire que depuis... non, mais il a raison, parce que quand vous prenez Forêt-Caria aussi, c'est juste catastrophique. Hier, j'ai pratiqué cette route-là. Oui, non, mais quand vous prenez Kouroussa, Cancan, mais ça se dégrade, Mohamed. Ça se dégrade, justement. Ça, vous y allez les yeux Non, justement, c'est parce que vous n'y êtes pas allé depuis très longtemps. Ça se dégrade selon un confrère qui Sur combien de kilomètres carrés que cet exemple-là, franchement il faut rappeler que c'est une route qui a été faite aussi sous Lansana Conté. Donc, elle n'a pas été faite par l'actuelle gouvernance, la gouvernance de M. Alpha Condé. Donc, il y a la question des routes nationales. Là-dessus, je pense qu'après 9 ans, c'est un constat lamentable. Il n'y a pas eu de route nationale, de route interpréfectorale de fait, sauf à l'exception de Kishidougou-Gekedou, cette route qui a été faite jusqu'à presque 17 km de Gekedou, qui est aujourd'hui, ces 17 km qui constituent aujourd'hui, mais un enfer pour nos compatriotes qui se rendent en Guinée forestière. Donc, là-dessus, on devrait être normalement 9 ans après, on devrait être là c'est-à-dire à comptabiliser le nombre de kilomètres de routes construites, de routes nationales construites, de routes sous-régionales, d'intérêt sous-régional construites, mais là-dessus, il n'y a absolument rien que de neuf. Maintenant, parlons des routes, des voiries urbaines au niveau donc de nos villes. Il y a eu quelques chantiers qui ont été lancés, des chantiers qui se portent tant bien que mal. Vous avez les voiries pour Labé, pour Pita, pour Dalaba, mais aussi la voirie urbaine de Conakry, où il y a eu quelques resurfaçages qui se portent tant bien que mal à certains endroits. Mais parce qu'on constate déjà de la dégradation à certains niveaux. Donc, ce que j'ai dit, c'est que d'un point de vue global, on nous dit qu'il y a eu plus de 2 milliards de dollars américains d'investis. C'est vrai que c'est sur la base des montants qui ont été mobilisés sous la gouvernance d'Alpha Condé, des montants qui sont mobilisés même si certains n'ont pas encore été engagés dans les travaux. C'est en cela que ça se justifie, parce que ça crée beaucoup de polémiques. Mais
sous Alpha Condé, des ressources financières importantes ont été mobilisées pour réaliser des travaux. On peut même citer Kankan Mandjana, Kankan Kishidou. Certes, certains travaux n'ont pas été réalisés, mais ce montant, quand même, selon les autorités au niveau du ministère des Travaux publics, se justifie par cette mobilisation des ressources financières qui devraient aller dans ces travaux. Vous avez cette route nationale, la route nationale donc numéro 1, qui est aujourd'hui dans un état catastrophique. Si vous prenez quelques mois en arrière, avant l'avènement de M. Moustapha Naïté à la tête de ce département, il y a eu un plan d'urgence, donc des travaux d'urgence qui ont été engagés sur la nationale. Sur la nationale, donc un premier lot de Koya à Kindia a été confié, je crois, à Henan Chine. Kindia à Mamou, compartimenté en 2 lots entre Béjek et Guicopresse. Et Béjek plutôt Guicopresse qui s'est occupé de Mamou Dabola. Ces travaux ont été effectués dans l'urgence pour permettre de maintenir les routes, cette route nationale, à l'état d'être pratiquée, notamment en saison pluvieuse. Ce que nous constatons, c'est que la route, le tronçon Kindia-Mamou et Mamou-Dabola, ce sont 2 tronçons qui se portent tant bien que mal. Le problème, c'est sur Kindia-Koya. Les travaux d'urgence qui ont été engagés à ce niveau-là, il faut le préciser, bien avant M. Moustapha Naïté, ça coûtait ce que ça coûtait. On a parlé de plus de 400 milliards de francs guinéens, donc financés sur le BND. C'est les travaux à ce niveau-là. J'arrive à la conclusion que ces travaux ont été les plus mal faits. Autrement, cette route n'allait pas se retrouver dans un tel état, un état aussi piteux, aussi lamentable. C'est vrai qu'il faut rappeler que à l'avènement de M. Naïté, cela fait quand même 1 an, il a trouvé qu'il y avait un projet de reconstruction de cette route nationale qui était en place. Les études avaient été menées, les DAO préparés, les contrats même passés. C'est sur la base d'un prêt chinois. Un prêt chinois avec les conditionnalités qu'évoquait tout à l'heure Roby. Parce que parmi les conditionnalités, il est indiqué que c'est du financement chinois, mais qui suppose que les travaux seront exécutés par des entreprises chinoises. Donc, c'est le cas de le dire. La route nationale, sur un peu plus de 300 km, donc de Koya à Dabola, c'est un peu plus de 350 millions de dollars américains. Donc, si vous faites le calcul, c'est un peu plus de 3000 milliards de francs guinéens. Ça fait, on va dire quoi? Ça fait pratiquement le quart du budget national. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre cet argent sur le budget national. C'est un investissement privé, un prêt chinois, donc dont les travaux seront exécutés par les entreprises chinoises. C'est-à-dire, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que au moment de l'arrivée de M. Moustapha Naïté, ce projet était là. Si vous vous rappelez très bien, les travaux même avaient été officiellement lancés sous le gouvernement de M. Mamadi Yula à Koya, en présence du chef de l'État. C'est le jour où Kassou s'est défoulé sur notre antenne d'ailleurs. Justement, vous ne pouvez pas venir là et vous mettre donc à engager de l'argent dans d'autres travaux alors que le projet de reconstruction était déjà là. Parce que il y a beaucoup de critiques, notamment sur M. Moustapha Naïté. Ce n'est pas notre... nous ne sommes pas là pour le défendre. Mais j'explique que lorsqu'il arrivait, ce chantier était déjà ouvert. Lorsque le lancement officiel a eu lieu, on a vu les machines, on a vu les équipements qui ont été présentés à la télévision. Il avait été prévu que des travaux soient engagés sur 5 km. Sur 5 km donc de Koya, de la ville de Koya, à Kouria. Cela avait été dit, parce qu'on nous avait expliqué que les financements avaient été obtenus pour ces 5 km dans un premier temps, dans le cadre du prêt chinois, de l'accord cadre avec la Chine de plus de 20 milliards de dollars américains. Les travaux n'ont pas démarré. C'est le cas de le dire. Moi, là où je questionne la responsabilité de M. Naïté, c'est de savoir, lorsqu'il est arrivé, pourquoi n'a-t-il pas demandé que les travaux démarrent? Peut-être qu'on n'a pas la mémoire fraîche pour savoir si ça tombait sur la saison des pluies, mais le constat est que les travaux n'ont pas été menés, même sur les 5 km qui comportent le pont, donc ce bout de terre qui devient aujourd'hui l'enfer pour les Guinéens, donc au niveau du pont Kaka. Les travaux n'ont pas eu lieu. Aujourd'hui, à cause d'une forte pluviométrie qui s'est abattue sur la région de Koya,
sur le littoral guinéen, nous sommes arrivés donc à cet éboulement qui est arrivé et qui fait que Kaka est devenu aujourd'hui un véritable enfer pour les Guinéens. Des travaux de grande envergure ont été engagés. Si je ne me trompe, la route devrait être libérée ce 2 septembre pour permettre donc une plus grande fluidité, pour que le trafic soit rétabli. Mais reste que sur le plan des infrastructures routières, c'est un constat assez lamentable pour nos compatriotes. Il n'y a pas un endroit de notre pays aujourd'hui où on peut se rendre sans passer des heures ou, si vous voulez, des journées entières sur des routes extrêmement difficiles. On a vu beaucoup de ponts qui se sont affaissés. Ça devient vraiment compliqué. Même pour aller chez le Premier ministre à Fourikaria, c'est lamentable. Ouais, mais vous voyez cette route, on dirait que c'est la guerre. Mais franchement, vous avez l'impression que c'est des bombes qui sont tombées sur la route. Alors, je vous assure. J'ai fait la route là hier, mon cher ami. Alors sur cet aspect d'éboulement, moi j'ai envie de commencer par dire que là-dessus, le calvaire il est total. Ouais. Personnellement, vous savez, j'ai passé une partie des vacances à Kissidougou. Ouais. Et donc, vous imaginez que vous quittez Koya à 7h du matin. Vous arrivez à Kindia à 15h. Oui, absolument. Ça, c'est au départ, lorsque l'éboulement est survenu. Du côté de Gekedou, c'est pareil. Et finalement, je me suis intéressé à ce dossier. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Sur le cas de Gekedou, par exemple, j'apprends en fait que ces études de faisabilité, sur les 18 km restants, n'ont été bouclées qu'il y a 2 mois. Il n'y a que 2 mois que ces études de faisabilité sur les derniers kilomètres restants ont été bouclées. En fait, depuis tout ce temps, et c'est le même constat que je fais sur les 5 km que vous évoquiez à Boubacar tantôt, le gouvernement guinéen, je pense qu'il s'y prend mal souvent en raison des annonces. Intéressez-vous à la nature même du cycle de construction d'un projet routier. Ça peut s'étendre sur plusieurs années. Avant de commencer le travail, ça répond en partie à la question que Abakar posait. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas engagé très très vite les travaux? Un cycle routier, ça peut aller sur 5 ans, 6 ans, dépendant de votre proactivité. Mais le minimum sur les 367 km qui sont prévus pour Koya Dabola par exemple, il ne faut pas attendre de voir ça finir au bout de 5 ans. Ça va demander du temps. Ça, c'est une première observation. Sur ces éboulements, il y a eu un éboulement. Mais je vous dis qu'il est possible qu'avant la fin des pluies, qu'il y ait encore un autre éboulement sur ce passage. Parce que la muraille de terre est là sous vos yeux. Des arbres sont accrochés à presque rien. Et la pluie ne cesse de tomber. Je pense que ça va arriver. Et au-delà de cela, les ouvrages de franchissement sur la nationale RN1, lorsque vous observez, vous voyez des trous même en dessous des ponts. C'est possible que ça arrive. Mais j'ai dit, quand je me suis intéressé au sujet et que j'ai eu certaines informations, j'ai dit Dieu merci qu'il y ait eu cet éboulement. Il y a eu un phénomène important au niveau de Koya, au niveau de Kouria. En fait, il faut rappeler que cette route, elle est construite depuis plus de 50 ans maintenant. Elle existe. Elle date de l'indépendance. Ça fait 50 ans au moins, même plus que ça. 60 et quelques années que cette route a été construite. Qu'est-ce qu'on fait du contrôle routinier qu'il fallait prendre en compte? Qu'est-ce qu'on a fait justement de l'explosion démographique? Et donc du trafic qui a quintuplé, même centuplé sur cette circulation. Mais je vous dis... Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 20 000 véhicules par jour sur la RN1. Absolument. Et la mine, voici ce qui s'est passé. Chaque année, avec les pluies, il y a un phénomène d'affaillement qui arrive, des eaux de ruissellement qui viennent et qui ont rongé la chaussée en dessous. C'est grâce à cet éboulement que le ministère des Travaux publics s'est rendu compte du plus gros danger qu'il y avait. En fait, il y aurait eu une rupture totale de la circulation. Et je dis Dieu merci qu'il y ait eu cet éboulement. Je veux, en terminant, rappeler quand même un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut que le ministère des Travaux publics soit davantage sur le suivi régulier, j'ai envie de dire, de l'état de santé de nos routes. Parce que les données ne sont plus les mêmes, les données à la fois démographiques et climatologiques ne sont plus les mêmes. On ne peut pas ne pas être sur le terrain pour observer de plus en plus ce qui est en train de se passer. Mais au-delà de ça, il y a une nécessité de communication. Une nécessité de communication pour expliquer aux Guinéens ce qui se passe. Par exemple, sur les... Et de vérité, une communication vraie. Je suis d'accord avec là-dessus. Permettez-moi, je termine. Une communication vraie sur ce qui est en train de se passer. Les 2 milliards
de dollars. Et ce qui s'est passé. Qui savait, hein, des Guinéens que nous avons, avez-vous imaginé de la proportion des Guinéens qui savaient que ces 2 milliards de dollars dont on est en train de parler incluaient à la fois les projets réalisés et ceux qui ne le sont pas encore. La plupart des Guinéens ne le savent pas. Mais il y a cette nécessité de dire aux Guinéens, tenez, ceci on ne peut pas vous le faire dans cet intervalle de temps. Ça prendra un tel nombre de temps. Cette nécessité de communication vraie s'impose aussi bien pour le département des travaux publics que pour le gouvernement dans son ensemble. Quand c'était studieuse quand même. Ouais, vas-y. Un petit mot juste pour dire que c'est bien de faire cette précision par rapport aux 2 milliards. Mais ce qu'il faudrait faire un peu plus au niveau du ministère des Travaux publics, c'est le contrôle des bureaux de contrôle. C'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de tronçons qui ont été, dont on a parlé ce matin, qui ont été réalisés par des entreprises et qui ont été extrêmement mal faits. Si on ne prend pas le temps de mettre en place un bureau de contrôle assez qualifié qui soit capable de dire non à l'entreprise contractante, je pense qu'on va toujours avoir des routes qui ne répondent pas aux normes et qui se cassent la gueule à la première saison des pluies. Et c'est ce à quoi nous assistons là. Heureusement, pour certains travaux, normalement du côté d'Apompa jusqu'au niveau du kilomètre 36, il n'y a pas eu d'abord une réception officielle de ces travaux de la part du gouvernement. Mais ça veut pire. Ça veut dire quoi? Moussa. Oui, ça veut dire quoi? Et chaque année, Guico Presse fait la même chose. Ça veut dire quoi? Non, ça c'est c'est OAS, je pense. et OAS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère des Travaux publics, doit obligatoirement, puisque la réception officielle n'a pas encore été faite, le ministère des Travaux publics doit obligatoirement demander à l'entreprise de reprendre le travail et de tout faire, ça leur ferait. Au niveau de Sonfonia Kagbele, cette route maudite, je pense qu'on n'a pas réussi encore à chasser le mauvais sort. Il faudrait demander à Guicopress, puisqu'il n'y a pas encore réception officielle des travaux. Guicopress a également l'obligation à ce niveau-là de pouvoir retravailler sur la route afin que nous puissions nous en sortir. Voilà. Quoi qu'on dise, ce sont des routes de développement. Il n'y a pas de développement sans route. Il n'y a pas de développement sans infrastructure. Donc on ne peut pas lésiner, on ne peut pas du tout jouer sur ces questions-là. Ouais. J'aimerais tellement qu'on touche un mot sur Silligate, mais bon, on n'a pas le temps. Oui, Silligate, moi on va en parler demain peut-être, mais je pense que moi j'attendais l'éléphant, on m'a sorti un œuf. Il faudrait qu'on m'explique si un éléphant peut sortir d'un œuf. Ouais, voilà. C'est bien dit. Allez, on va terminer ce matin, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Arnaud Bécher, évidemment, que nous allons retrouver du côté de Paris. Avec lui, c'est de la musique, évidemment, pour votre plaisir. Hein. La télé, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Bonjour, salut Arnaud. Salut Lamine, merci et puis bien. Salut, c'est Al Soirée. Retrouvez-moi désormais du lundi au mercredi dans votre